Rentable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin. Philippe Richard Bertrand. L'économie, c'est sérieux. Mais prends pas ça pour du cash. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Prends pas ça pour du cash. Philippe Richard Bertrand is back. Il est là. Yes. Moins fort que je l'ai déjà vu. J'ai jamais été malade il a comme une, ça il a de une ma demi-voix. vie. Il a écrit sur les médias sociaux que c'était sa pire grippe en 49 ans d'existence. Yes. Évidemment, la première ne comptait pas, Philippe. Je sais pas, mais écoute, j'ai comparé ça à bien des choses. Bon, parfait. Tu n'es pas mort, c'est ce qui compte. Qu'est-ce qui a attiré ton attention dans l'actualité cette semaine? Veux pas de déclenchement des élections fédérales. Bien sûr. On s'attendait tous à ça. On est tous surpris un peu de la tournure. Je pense que ça va être une campagne très agressive. Je pense pas qu'on va avoir vu... déjà, en quelques jours, honnêtement, il y a des publicités d'attaque comme on voit aux États-Unis. Ouais. On est dans une nouvelle ère de maintenant d'élection. Ouais. Oui, tout à fait. Moi, en tout cas, ce que je retiens jusqu'ici, là, encore une fois, ça fait seulement quelques jours que la campagne est lancée, c'est qu'en fait, c'est économie. Ce qui est bon pour moi, pour toi. Je veux dire, c'est intéressant, évidemment, d'avoir un peu plus de substance. Là. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup de tarifs, on parle d'impôts, on parle de nos entreprises, on parle de choses qui comptent, là, quand même. Oui, mais en même temps, on parle de baisse d'impôts. Oui. T'es contre ça, non, les baisses je suis d'impôts? pour ça, mais tu sais, encore une fois, il y a une différence. J'aimerais ça qu'il n'y ait pas d'impôts, mais je suis pas niaiseux, je suis pas dupe. Ça peut pas fonctionner. Sauf que là, dans le contexte actuel, où les citoyens canadiens vont avoir besoin d'aide, les entreprises canadiennes vont avoir besoin d'aide, tu peux pas... à un moment donné. Non. C'est ça, exactement. On va sûrement avoir quelques déficits à Ottawa encore. Non, c'est peut-être pas la fin. D'ailleurs, parle-moi du budget Girard. T'as-tu suivi ça aussi? Regarde. Autant d'intérêt que moi, non? Oui, oui. Mais est-ce qu'on s'attendait à quelque chose? Bon, c'est la deuxième fois que ce ministre-là se trompe dans ses prévisions budgétaires. Mais là, c'était... 7, 11, 13. Honnêtement, là. Ouais. Si c'est notre VP Finance, on le met dehors. Il avait dit 11, puis ça a été moins que 11, là, finalement, 10,5. On n'est pas content de ça. Merci beaucoup. Là, 13, puis... Il faut toujours l'exprimer en proportion du PIB, Phil. Et pour l'instant, on est quand même autour de 2, ce qui n'est pas si pire. L'économie croît honnêtement, un peu. Honnêtement, quand on est les plus taxés en Amérique du Nord, les moins productifs, les moins... moi, d'ailleurs, c'est ce que je retiens de ce budget-là. En fait, c'est qu'on a fait preuve de comptabilité inventive. Hein? Puis là, j'en parlais plutôt là, ces derniers jours avec Mario Dumont notamment, mais sur les véhicules électriques, maintenant, on passe d'un mode de subvention à un mode où on va ajouter des taxes là, sur l'immatriculation. Le véhicule est plus lourd, il endommage plus la chaussée. Je dis juste, tu comprends qu'on rajoute des taxes, on rajoute des ponctions, là, quel que soit ton avis sur les chars électriques. On a enlevé la gratuité des péages, fait que c'est pas une taxe, mais c'est comme un privilège que tu enlèves. Puis on a enlevé aussi toutes sortes de programmes. Les grands gagnants, ceci dit, ce sont les entreprises dans ce budget-là. Encore une fois, je pense qu'il y a des programmes qui ont été mis en place et bonifiés beaucoup au niveau des crédits d'impôt. Ouais. Alors ça mais il y a plus d'argent. C'est simplifié et il y a plus d'argent. J'ai juste hâte de voir à la fin de la journée. Parce que la CAQ a été... quand tu parles à la CAQ, ils ont... dans les 6 dernières années, ils ont aidé les PME. Non, ils ont aidé les multinationales étrangères. Alors, on va voir. Mais tu sais, le budget, il est frais imprimé, là, tu sais, puis on fait un beau petit livre avec. Puis ils font toujours un beau petit livre avec. Je suis d'accord, mais déjà... Il n'a pas acheté de chaussures neuves, Éric Girard. Il y a 2,6 milliards qui sont prévus dans le budget en termes de revenus qui se matérialiseront pas parce que le gain en capital, les 2 candidats fédéraux ont dit qu'ils vont pas faire cette loi-là. Donc, il y a déjà une erreur de 2,6 milliards. Bon, fait qu'on prend les paris. À la maison, vous pouvez nous envoyer ça dans le commentaire YouTube ou directement. Ça va être quoi le déficit de l'année au 31 mars 2026, là, Phil, quand on va tout clore ça? Tarif de Trump. 14-15 milliards. Ah ouais?
Ouais. Moi, je dis 18. OK? Oh, vous l'aurez entendu, les amis. Vous l'aurez entendu ici. Et puis, évidemment, envoyez-vous vos paris. Puis, À 18, j'espère qu'on va sortir dans les rues comme les étudiants avaient fait avec nos casseroles. Et si quelqu'un, là, ça peut être... Vous pouvez jouer ça là, au point 1 près. Là, fait que vous pouvez dire 17.4 ou 14.2. Si quelqu'un tombe exactement dessus, on va l'inviter à l'émission pour on va en parler. OK, parfait. Dernière chose dont je voulais parler avec toi, Phil. Là, les tarifs de Donald Trump se concrétisent ou pas. On va voir là, dans les prochains jours, mais clairement, ça fait déjà mal. Il y a des gens qui ont commencé à s'exprimer, à savoir que on s'est aligné pendant très longtemps avec la politique américaine sur les tarifs de douane qu'on impose aux Chinois. Et là, la Chine a imposé des mesures de rétorsion sur le porc, sur les fruits de mer, sur l'huile de colza, sur un paquet de choses qui font mal aux agriculteurs canadiens et québécois. Est-ce que selon toi, c'est le temps de revoir notre politique, commerciale à l'égard de la Chine, ou est-ce que c'est trop tôt pour faire ça? La première chose, avant de s'occuper des autres pays, il faudrait revoir la façon qu'on traite l'économie à même le Canada. Quelles sont les barrières interprovinces qu'il y a? Si on commençait juste là, ça ferait du bon sens, dans le sens où tu peux pas acheter plus qu'une caisse de 24 de bière qui vient de la Colombie-Britannique. Ça fait aucun sens dans le Canada. Il y a des choses comme cela sur lesquelles je te consens qu'il y a un peu de travail à faire. Par contre, j'ai quand même l'impression qu'en matière on en parle beaucoup là, des barrières interprovinciales au Canada, il y a quand même beaucoup de choses qui vont être très difficiles à défaire. Là. Les ordres professionnels, la reconnaissance des infirmières, de la construction. Tu sais, c'est des chasses gardées, là. Si tu veux mettre les doigts là-dedans, Phil, je te souhaite. Je suis d'accord avec toi, mais il faut prendre le taureau par les cornes. Si le Québec s'enligne vers, selon toi, 18 milliards de déficit, moi 15. Et une récession, selon Desjardins, plus, tu sais, on n'a pas le pétrole de l'Alberta, là. Tu sais, puis à un moment donné, puis en plus, il y aurait été question peut-être d'amener du pétrole de l'Alberta au Québec pour pouvoir le shipper à travers le port de Montréal. Ce qu'on ne fait pas. Mais ce qu'on fait pas non plus. C'est sale, le pétrole albertain, quand même. Toi qui es tellement en amour avec Calgary. Bref, mesdames et messieurs, vous écoutez Prends pas ça pour du cash. On a aujourd'hui 3 invités. On va commencer à l'instant avec Elisabeth Abatiello. Vous la connaissez. En fait, vous connaissez le nom de famille. Ils sont un peu partout ces temps-ci. Mais on veut lui parler spécifiquement de ce projet qui a été annoncé il y a quelques semaines. Ubi, une plateforme de courtage, si j'ai bien compris, immobilier. On va en savoir un peu plus dans un instant. On va enchaîner avec le président-directeur général de Boralex, Patrick Decostre, qui va nous parler un peu du marché de l'énergie en Amérique du Nord, puis comment justement les changements de la conjoncture économique actuelle impactent l'entreprise. On sait évidemment qu'Inergex, un de ses principaux concurrents, a été privatisé récemment, donc comment est-ce que tout ça change la game. Et on termine avec un invité habituel du balado, Stéphane Ricoul, que vous connaissez. Il vient de publier un livre, Vos clics, leur cash, et il va nous raconter ce que ça contient. Peut-être ça va vous donner envie de le lire. Restez à l'écoute, on se retrouve dans un instant avec notre premier invité. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Prends pas ça pour du cash. Vous avez peut-être entendu parler de cette nouvelle initiative qui a quand même fait couler beaucoup d'encre sans même qu'on sache exactement de quoi il en ressort. Il s'agit d'une nouvelle plateforme dans le domaine du courtage et ou de la vente immobilière. Bref, c'est ce qu'on va essayer d'un peu de comprendre avec Elisabeth Abatiello. Elle est notre première invitée. Elle est vice-présidente communication et rayonnement au groupe Abatiello. Groupe Abatiello, vous connaissez certainement tous et toutes pour une certaine pizza, n'est-ce pas? Mais en l'occurrence, ils ont le groupe en fait aussi donc lancé ou l'intention de lancer donc cette nouvelle plateforme. Et donc pour en parler, on accueille Elisabeth. Bonjour, merci d'être avec nous, Elisabeth. Ben merci beaucoup de l'invitation, c'est super apprécié. Bon, déjà, commençons par les faits là, avant de commencer la chicane. Qu'est-ce que c'est Ubi là, concrètement? C'est quoi la plateforme? Qu'est-ce que ça veut faire? Quelle place est-ce que ça doit occuper dans ce marché de l'immobilier actuellement au Québec? Oui, Ubi, c'est une nouvelle plateforme immobilière qui a vu le jour le 5 mars, si je me trompe pas, c'était supposé voir le jour pour le 1er mars. Finalement, pour des raisons légales et tout ça, ça a été repoussé au 5 mars. Et Ubi, c'est la seule plateforme immobilière au Québec qui regroupe les maisons à vendre avec et sans courtier. Donc déjà là, c'est une nouvelle innovation dans le monde de l'immobilier au Québec versus avant, les gens devaient aller sur 2 sites principaux pour voir vraiment les maisons à vendre. Donc ça, c'est une première nouveauté. Et l'autre gros pan de Ubi, c'est que ça se veut vraiment un site
de A à Z pour des transactions immobilières, que ce soit pour acheter ou vendre une propriété. Donc, quelqu'un qui veut vendre sa propriété peut afficher gratuitement sa propriété sur Youbi. Et si quelqu'un veut vendre avec l'aide d'un courtier, ben il reçoit en l'espace de 24 heures 10 soumissions de courtiers immobiliers de son secteur à prix fixe. Donc, ça, c'est la première fois que ça a lieu au Québec, vraiment de recevoir des prix fixes et avec, évidemment, les avis clients des courtiers qui ont soumissionné. Donc, quelqu'un veut vendre sa maison, il reçoit un courtier 1 qui dit, moi, je te charge 15 000 de commission, puis là, tu vois ses étoiles, son rating de ses clients précédents. C'est pas en pourcentage. Ça, c'est vraiment en dollars pour augmenter la transparence dans la transaction. Donc, ça, c'est le premier plan. Mais après ça, quelqu'un qui souhaite avoir des références pour refaire son certificat de localisation, par exemple, en l'espace de 24 heures, il reçoit 3 soumissions d'arpenteurs géomètres, des gens qui veulent faire évaluer leur propriété, des évaluateurs agréés, des assurances pour leur prochaine maison. Donc, vraiment, toutes les professions qui rentrent en ligne de compte lors d'une transaction immobilière sont représentées sur Youbi. Donc, ça c'est vraiment une plateforme, je ne vais pas dire transactionnelle parce qu'il n'y a pas de transaction, mais on retrouve tout ce qu'on a besoin pour vendre ou acheter une propriété. En fait, c'est un peu comme une place de marché pour tout ce qui a rapport à l'immobilier. Moi, je me demandais juste, c'est sûr, vous l'avez lancé, donc vous avez fait vos devoirs, j'en suis convaincu. Ça a fait couler beaucoup d'encre dans les dernières semaines, avant même que ça soit lancé, etc. Mais jusqu'à date, là, je comprends qu'il y a 20 jours d'existence. Mais est-ce que les clients sont au rendez-vous pour le moment? Êtes-vous satisfait du départ de ce projet-là? Oui, il y a énormément de trafic sur le site. Puis ça, on s'y en attendait dès le début parce que c'est la plus grande plateforme immobilière où est-ce que les maisons à vendre avec et sans courtier sont là. Donc, on s'y attendait vraiment à diriger le trafic. Puis c'est de ça que les quasi-monopoles québécois ont eu peur et se sont attaqués à nous. Puis c'est un peu normal, là, quand tu t'attaques à un quasi-monopole, tu touches ceux qui en profitent, puis c'est jamais les consommateurs qui profitent d'un monopole. Donc, on s'attendait à se faire attaquer. On pensait que ça allait arriver après qu'on ait lancé le site web. Finalement, on s'est fait attaquer par 3 organismes immobiliers avant qu'on ait lancé le site web. Donc, c'est sûr que ça nous a un peu enlever vraiment le focus sur les opérations de la plateforme, d'optimiser certains points qu'on avait. Donc, on a pris du retard sur l'échéancier. On a décidé de quand même lancer la plateforme début mars, mais selon nous, là, d'ici environ 10 jours, là, ça va être optimal à 100%, puis ça va vraiment être quelque chose qu'on va mettre de plus en plus de l'avant. Tu sais, il y a un vieux dicton qui dit « parle-en bien, parle-en mal ». T'en parles. J'aimerais justement comprendre un petit peu, Elisabeth. Donc, vous prenez essentiellement des informations qui sont publiées, là, puis je vais me permettre de les nommer là, sur Centris et du Proprio. Et dans le fond, vous reflétez l'information qui se trouve sur ces 2 sites-là. Puis éventuellement, là, je vois il y a 72 000 inscriptions sur le site. Aucune de ces inscriptions-là ne sont les vôtres là, actuellement. Ce sont vraiment des informations qu'on trouve ailleurs. C'est ce que je comprends? Non, pas tout à fait. En ce moment, si je me trompe pas, aux dernières nouvelles, on avait plus de 600 personnes qui ont affiché leur maison sur Youbi là, en l'espace de quelques jours. Donc, il y a des gens vraiment qui profitent d'afficher gratuitement leur maison à vendre sur Youbi. Par contre, pour le reste, oui, c'est un reflet de qu'est-ce qui existe, que les consommateurs, avant le lancement de Youbi, devaient aller sur 2 plateformes, pour voir qu'est-ce qu'il y avait sur le marché, alors que maintenant, tout est sur Youbi. Autant les personnes qui ont affiché leur maison gratuitement sur Youbi que les maisons à vendre avec et sans courtier des autres plateformes. Il y a évidemment, vous êtes des gens intelligents, les Abatiello, vous deviez quand même anticiper qu'il y aurait un certain, en bon français, pushback. Hein? J'aimerais un peu que tu nous racontes, je sais pas qui a eu l'idée, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a donné le feu vert à ce projet-là, sachant très bien que ça vous exposait là, à, je sais pas, l'OACIQ, là, les associations de courtiers. C'était certain. Tu m'aurais raconté ça il y a un an, je t'aurais dit, Elisabeth. Oui. Danger. Non, je savais pertinemment. Raconte-nous un peu la genèse de comment, là, c'est lancé, mais depuis que vous avez eu l'idée à aujourd'hui, quelles ont été les grandes étapes, là, grosso modo? Oui. À la base, nous, la famille Abatiello, on est des gens de restauration. On représente la 3e génération de Pizza Salvatore. On a racheté l'entreprise de nos parents là, il y a déjà
quelques années, là, en 2018. Fait que, tu sais, nous, on est nés dans la restauration, on savait qu'on voulait grandir. On a grandi en voyant notre père se consacrer à l'entreprise familiale, puis qu'on a racheté, on s'est dit, hey, on est 5 frères et sœurs, on est jeunes, tu sais, notre père a réussi à faire ça seul, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Donc, quand on a eu remboursé notre dette qu'on avait acquis pour acheter de nos parents, on était stable financièrement et on a lancé une grande phase d'expansion. Donc, c'est ça, on est vraiment du monde de la restauration avec d'autres concepts là, dans le coin de Montréal, Jack Lecoq qu'on a acheté aussi récemment, Top là dans le coin de Québec, on lance Crèmerie chez Mamie. Et Youbi, ça a vraiment été une opportunité pour laquelle on a entendu, c'est pas nous qui avons lancé ce projet-là, c'est vraiment 2 entrepreneurs, un qui est vraiment plus spécialisé en TI et un autre entrepreneur qui venait de faire un exit de plusieurs dizaines de millions de dollars, qui cherchait un nouveau projet. Donc, c'est 2 entrepreneurs qui travaillaient déjà ensemble dans les opérations courantes de leur entreprise chacune et ils ont décidé de lancer Youbi. Et nous, c'est lors d'un tournoi de golf qu'on a entendu ça pour la première fois. Puis mon frère Guillaume me disait, ben, ça a l'air intéressant, on peut-tu rentrer avec vous là-dedans? On voit vraiment une opportunité puis on voit le bénéfice que ça apporte au consommateur puis tout ce que le consommateur aime, ben clairement, il y a une opportunité de croissance là-dedans. Donc, c'est ça. Puis ils ont dit, ben non, on n'a pas besoin de financement puis on n'a pas besoin de ressources TI, donc on n'a pas besoin de personne. Puis finalement, c'est quelques mois plus tard qu'ils sont revenus vers nous pour dire, hey, vous savez quoi, pour l'image de marque, le marketing, les communications, on verrait peut-être le bénéfice de s'associer avec vous. Donc, ils voulaient Elisabeth, en fait. C'est pas les Abattiero, c'est toi qui voulais. Non, on est une équipe, mais selon eux, c'est pour ça qu'ils ont accepté finalement l'association. Donc, nous, on s'est associés dans le projet, je me trompe pas, c'était novembre-décembre, et la plateforme était vraiment ciblée pour être lancée le 1er mars. Donc, on est vraiment rentré sur le tard. Ça faisait déjà 1 an et quelques mois qu'ils travaillaient sur le projet avec une équipe de programmeurs. Et on savait pertinemment que c'était un nez à chicane, cette affaire-là, qu'on allait se faire attaquer la psyche centriste du proprio, mais on était convaincus que ça allait arriver une fois la plateforme lancée. Mais ça a tellement fait de bruit sur les médias sociaux, on a beaucoup entendu parler qu'ils nous ont attaqués avant l'ouverture. Donc ça, on a un peu été pris par surprise. Finalement, c'est ça. Nous, depuis qu'on est rentré là-dedans, le groupe Abattielo, on s'est assuré que personne veut travailler dans le vide, veut mettre des énergies et de l'argent dans un projet qui est pas viable en fin de compte. Donc, vraiment, on a été accompagné par une armée d'avocats spécialisés en droit de la propriété intellectuelle et en droit du courtage immobilier pour s'assurer que tout était correct, tout était légal, tout était sur les lignes. C'est sûr que technologiquement, c'est vraiment un autre niveau que qu'est-ce qu'on est habitué de voir. Là, je parle du back-office, puis c'est pour ça que ces grosses institutions-là ont comme pas vu ça venir puis voir que ça pourrait être possible. Finalement, on est passé en cours le vendredi avant notre lancement. Puis c'est la première fois, selon nos avocats, qu'une entreprise immobilière se sort de 3 demandes d'injonction sans avoir à changer son modèle d'affaires. Donc, nous, vraiment, tout était fait selon les normes, les devoirs et les lois qui existent au Québec et au Canada. Vous êtes à une lettre près de Uber, on va dire ça. Je ne fais que dire des faits. On est rentré après que le nom soit choisi. C'est trop avancé pour changer de nom. Certains disent que vous venez ubériser l'immobilier. Bon, ça a un bon côté. Ça a quand même changé un petit peu les choses, l'arrivée d'Uber sur les marchés. En même temps, d'autres diront que vous jouez un peu avec le feu dans un secteur déjà un peu fragilisé. Qu'est-ce que vous dites, puis à la limite, aux courtiers individuels, tu sais, qui se sentent peut-être personnellement menacés par ça? C'est quoi votre... Y a-t-il un côté un peu... Je comprends la partie disruptive, ça, mais la partie plus comme casser des affaires, puis s'occuper des gens, ouais, c'est ça. Totalement. Puis qu'est-ce qui on va prendre le positif des nombreuses mises en demeure qu'on a reçues et demandes d'injonction, c'est que ça l'a vraiment permis de faire connaître Youbi. Le groupe Abattielo, on se sert des médias sociaux depuis très longtemps, mais vraiment, on a généré des millions de vues en l'espace de 24 heures en expliquant, en disant pourquoi on était mis en demeure et pourquoi ça n'avait pas lieu d'être selon nous. Et ça l'a vraiment permis aux courtiers immobiliers de mieux comprendre la plateforme. Donc, les courtiers immobiliers qui sont sortis contre Youbi, souvent, c'est des gros courtiers immobiliers qui sont propriétaires d'équipes, qui ont une quinzaine de courtiers immobiliers qui travaillent avec eux. Et les courtiers immobiliers dans les équipes des gros courtiers, ben eux, ils font les visites, ils font les déplacements, ils font les retours. Et lorsqu'il y a une transaction, ils remettent un gros pourcentage de la commission aux courtiers inscripteurs. Donc, c'est les courtiers inscripteurs qui ont vu que, Youbi va venir casser mon équipe parce que maintenant, mes courtiers dans mon équipe vont pouvoir soumissionner directement à monsieur, madame, tout le monde, puis ils n'ont plus besoin de mon nom pour aller chercher des clients. Donc, nous, dès qu'on a lancé la plateforme, pas lancé la plateforme, mais qu'on a mis en ligne les inscriptions des courtiers, on a rempli la plateforme, ça a été super rapidement. La grande
grande majorité des courtiers ont vu ça sous un bon œil de « Hey, c'est le fun, je vais pouvoir soumissionner. » Puis moi, c'est vrai, une maison de ce prix-là, tout ça, je vais faire une soumission de 2-3 000 de moins que mon 4 % habituel, puis je vais être bien correct avec ça. Je connais le marché, je sais que ça va bien se vendre. Fait que les courtiers ont vraiment vu ça sous un bon œil, mais au début, il y a les gros courtiers qui sont sortis contre nous. Mais rapidement, c'est la grande majorité des courtiers ont vu ça sous un très bon œil. Mais en tout cas, du côté du consommateur, je pense que le fait qu'il y a une proposition à prix fixe, on est en train de casser les prix. Tu comprends? Ça amène à une diminution de la commission ou peu importe du montant financier que tu dois payer pour vendre ta propriété. Alors, honnêtement, un peu comme Uber, là, à la fin de la journée, Uber, tu as été gagnant. Là, dans le sens où sur ta course. Non, mais comme consommateur. Ouais. Puis dans l'univers de la consommation, plus il y a de compétition, mieux c'est pour le consommateur. Donc, c'est sain d'avoir une compétition comme ça. Puis surtout que quelqu'un qui souhaite vendre sa maison reçoive 10 soumissions de courtier en l'espace de 24 heures. C'est un gros bénéfice. Ben, tu sais, puis de la manière que tu l'as expliqué, là, tu sais, puis j'ai une amie qui est courtière, puis tu sais, qui est dans une grosse bannière, puis qui est obligée de donner, tu sais, jusqu'à 25-30%, des fois 40% de sa commission à sa bannière. Tu sais, elle, d'avoir une possibilité de soumissionner en direct sans la bannière. Je pense que c'est peut-être pour ça que ça a levé autant de poussière, mais encore une fois, quand ça lève la poussière puis que le consommateur, à la fin de la journée, là, la personne qui vend sa maison va avoir plus d'argent dans ses poches, techniquement. Ben, tu sais, ça, c'est le modèle financier qui va gagner. Là. Ça, c'est ce qui est winner dans l'affaire. Peut-être pour finir, Elisabeth, là, donc, il y a tout un écosystème autour de ce domaine-là de l'immobilier au Québec. On a parlé des poursuites, là, puis des relations peut-être un peu plus tendues. Tu nous dis que les courtiers, ou en fait, certains courtiers voient ça plutôt d'un bon œil, ils voient la possibilité d'entrer. Avez-vous aussi des échanges, disons, constructifs là, avec l'OACIQ? Je veux dire, où c'est juste la chicane? Là? Est-ce que vous cherchez des zones communes pour élaborer des choses? Je veux dire, il y a quand même... Oui, nous, on est un entreprise familiale de 3e génération. Ça fait 60 ans que ma famille est en affaires. On est né dans les affaires, tout ça. Puis je sais pas si c'est notre mentalité, mais on a comme conscience de quand il y a quelque chose qui marche pas, tu prends le téléphone puis tu parles à l'interlocuteur avant d'attaquer avec un bazooka. Fait que, tu sais, nous, ça nous a beaucoup choqués, si je peux dire, là, de recevoir, tu sais, c'est des mises en demeure de 150 pages, tu sais, puis là, faut se défendre, nous, face à ça. Donc, on n'a pas le choix, puis c'est des quinzaines, vingtaines d'avocats de chaque bord, tu sais, ça coûte énormément cher, tout ça. Donc, c'est sûr qu'on a vraiment été surpris de la grosseur des attaques. Puis surtout, tu sais, qu'il n'y avait pas de communication ouverte. Donc, ils cherchent pas à... Je fasse attention à mes mots, là. Mais c'est vraiment... Nous, on a perçu ça comme s'ils voulaient bloquer un offre supplémentaire pour le consommateur. Parce qu'il n'y avait pas de raison de faire des demandes d'injonction sans connaître comment la plateforme opérait. Évidemment, s'ils ont peur qu'on fasse des vols de données, c'est tout à fait légitime de leur côté, tout ça, mais c'était clairement pas le cas, puis c'est ce qu'on a démontré. Donc, il n'y a pas nécessairement de communication ouverte. C'est vraiment par lettre d'avocat. Puis, j'ai pour mon dire que quand il y a des chicanes, c'est bénéfice pour un joueur. Souvent, c'est ceux qui facturent. Oui, les avocats, donc, effectivement. À 15 avocats de chaque bord, là, ça doit être... Je voyais Phil faire les calculs dans sa tête pendant que tu nous racontais ça. Ben, en tout cas, ça va être intéressant de voir ça évoluer. La plateforme est en ligne depuis à peine un mois. Tu disais déjà quelques centaines d'inscriptions là, en propre sur la plateforme. Plus de 600, là, oui, c'est ça. 600. Et donc, on va voir évidemment ça évoluer. Donc, on invite les gens que ça intéresse à visiter le site, évidemment. Là, c'est quand même une interface différente de ce qu'on est habitué de voir là, avec les autres plateformes existantes. Je vais simplement aussi m'en tenir au fait, Elisabeth. Ubi.ca, donc vous allez voir ça. Il y a, comme je disais, 72 000 inscriptions qui sont disponibles, là, qui évidemment réfèrent à d'autres sites. Elisabeth, on va suivre ça avec le plus grand intérêt. On aura évidemment, j'espère, l'occasion de s'en reparler, quoi qu'il advienne là, au cours des prochains mois et des prochaines années. Ben, parfait. Merci beaucoup, Francis. Bravo. À bientôt. Un flux sans interférence. Pour une écoute plus que rentable. Prends pas ça pour du cash. Si
Si vous suivez l'actualité, évidemment, vous savez que les tarifs de Donald Trump vont impacter plusieurs secteurs d'activité, mais le secteur de l'énergie tout particulièrement a été au cœur des conversations, des débats, des échanges, des spéculations ces dernières semaines, ces derniers mois. Et puis évidemment, ça change beaucoup de paramètres, autant pour les Américains, mais aussi pour les sociétés canadiennes et québécoises qui sont opérateurs, qui construisent la capacité. On souhaitait avoir un éclairage peut-être au cœur de la tempête, si on peut dire. On a donc joint Patrick Decostre, qui est président et chef de la direction de Boralex. Bonjour Patrick, merci d'être avec nous. Bonjour Francis, très heureux d'être avec vous. On a pu lire un article récemment dans le journal Les Affaires là, qui faisait état justement de changements dans votre approche, dans votre lecture du marché nord-américain et même mondial. Vous avez déclaré vouloir concentrer davantage les efforts de Boralex au Québec et en Ontario. On aimerait comprendre qu'est-ce qui motive un peu ce recentrage stratégique, comment vous l'articulez en tant que PDG de Boralex? Mais ce qui motive le recentrage, le premier point, c'est que on doit différencier le bruit du signal. Tout le monde dit ça. Mais ça, c'est facile à dire quand on parle de façon générale. C'est certain que la croissance aux États-Unis va continuer. C'est certain que la demande énergétique va continuer. Puis c'est certain que les énergies renouvelables sont importantes. Mais en même temps, quand mon équipe arrive et me dit il faut prendre une décision d'investissement et qu'on doit discuter de ça en équipe, mais là, la décision, elle est maintenant. Elle n'est pas, en général, stratégiquement à long terme. Elle est maintenant. Et là, ça amène, la situation amène un certain nombre d'incertitudes. Donc, la raison de se concentrer sur le Québec et l'Ontario dans ce cas-là, et sur le Royaume-Uni également, c'est que ici, les conditions sont stables. On a un cadre d'investissement qui est stable. Et comme c'est des investissements sur le très long terme, c'est très important de s'assurer que on va avoir accès à des contrats long terme avec Hydro-Québec, avec Ontario ISO, donc le gestionnaire de réseau en Ontario, les systèmes de tax credit fédéraux sont en place, que les financements sont en place. Et tout ça, aujourd'hui, c'est un peu remis en cause aux États-Unis. Et en fait, le point, c'est qu'on ne sait pas où ça va. Donc, c'est là-dessus qu'il faut qu'on regarde. Quand on saura où ça va, on pourra de nouveau reprendre des décisions d'investissement. Mais tout le monde est en train de regarder ça avec prudence. Je me demandais, à la grosseur de votre entreprise, d'être un peu à la merci de ce qui se passe au sud de la frontière avec Donald Trump. Est-ce que c'est difficile de piloter une société où les conditions de travail ou les conditions contractuelles peuvent changer du jour au lendemain aux États-Unis? Ouais, mais ce qui se passe, c'est que on est presque habitué de ça dans notre secteur. Bon, Alex, ça fait 35 ans qu'on existe, puis non, mais on a construit la compagnie sur des programmes gouvernementaux qui, à un moment donné au Québec, dans le petit hydro, puis à un moment donné ça a été fini, puis après ça a été l'éolien en France, puis après ça a été l'éolien en Ontario, puis ça a été fini, puis après ça a été l'éolien au Québec, puis ça a été fini. Donc en fait, on a eu l'habitude d'être agile, de jamais avoir des structures de coûts trop importantes, puis d'être capable de se retourner sur un 10 cents, comme vous dites les Québécois, un 10 cents, je pense que c'est ça la bonne expression. Oui, je m'intègre. Et donc, on a réussi à faire ça chez Boralex. Puis ce qu'on a développé ces dernières années, c'est qu'on est présent dans 4 juridictions. On est présent au Canada, Québec, Ontario principalement, un peu en Colombie-Britannique. On est présent aux États-Unis, pas partout, et on développe dans l'État de New York spécifiquement parce que c'est un État démocrates dans lesquels justement on s'attend à ce que la stabilité soit plus importante. On développe en Illinois aussi parce que c'est aussi un État où on pense que c'est le cas. On a une grosse activité en France et une grosse activité maintenant qui se développe au Royaume-Uni. Donc, on est capable de gérer nos ressources et d'allouer notre capital. Donc, oui, c'est difficile, mais ça fait 35 ans qu'on est habitué à ça. Et il n'y a jamais eu autant besoin d'énergie renouvelable, d'électricité en général. Et les énergies renouvelables, si vous décidez aujourd'hui de faire un projet au gaz, mais avec un peu de chance, il sera en service en 2030. Si vous décidez un projet nucléaire, avec un peu de chance, il sera en service en 2040. Vous décidez un projet éolien, dans 2 ans, il peut fonctionner. Donc ça, c'est la situation qui est différente. Il y a une certaine agilité, effectivement. Vous m'ouvrez la porte, Patrick, justement, sur les différentes technologies qui sont actuellement privilégiées par les gouvernements, par les consommateurs. On connaît Boralex pour sa force dans l'énergie renouvelable de manière générale. Vous faites de l'éolien, vous faites du solaire. Il y a aussi un nouvel arrivant, j'aurais envie de dire, j'aimerais un peu vous entendre, qui est celui du stockage. Puis là, je lisais sur la Californie aujourd'hui qui, face à l'intermittence, justement,
des énergies là, éoliennes et solaires qui sont fait leur principal défaut. Hein. Quand il vente ou quand il fait soleil, il y en a, sinon il n'y en a pas. Mais le volet stockage, donc qui découle des batteries, de toute cette filière dont on a fait grand cas au Québec, où en êtes-vous justement dans votre développement de la maîtrise sur ce secteur-là du stockage? Est-ce que vous voyez une forte demande à l'horizon au Québec, au Canada, ailleurs dans le monde? Et dans quelle proportion, là, sans nous dévoiler tous les détails de votre stratégie, mais est-ce que vous comptez miser sur ce volet-là également au cours des prochaines années? Alors la réponse est oui, on compte miser, puis on mise clairement dessus, puisqu'actuellement on développe 2 projets, on construit 2 projets d'à peu près 800 millions de dollars en Ontario. Puis, alors je reviens à la question fondamentale. C'est certain que l'éolien, le solaire, ben, ça dépend du vent, puis ça dépend du soleil. Il n'y a pas de production solaire la nuit, il n'y a pas de production soleil à la pointe d'électricité de consommation le soir. Donc il faut déplacer l'énergie dans le temps. Alors on peut la déplacer entre la journée et la nuit, c'est assez compréhensible. Parfois ça doit être un petit peu plus long parce que si on a 2 journées où il y a la nébulosité est importante, ben, il faut déplacer pour des plus longues durées. Donc le stockage de longue durée se développe. Puis ça c'est une application du stockage. Il y a d'autres applications du stockage qui sont de soutenir les réseaux électriques. Si on remonte à il y a 20 ans, dans les réseaux électriques, ben, il y avait des centrales au gaz, au charbon, nucléaire, hydro, qui, on ouvre une vanne de vapeur, puis la centrale produit un peu plus, on ferme la vanne, la centrale produit un peu moins. Ça se fait de façon automatique, évidemment. Puis ça s'adapte à la consommation. Donc aujourd'hui, on a besoin d'avoir des systèmes qui vont faire ça, puis ils vont soutenir le réseau, pas uniquement en fonction de la production, mais aussi de la consommation. Parfois des contraintes de réseau, parce que le réseau historique, il est très centralisé. On produit dans des grosses unités et on amène ça dans les centres de consommation. Maintenant, on a une production qui est beaucoup plus décentralisée et donc le stockage va aider à ça. La bonne nouvelle, c'est que le coût du stockage baisse de façon importante. Les durées de stockage potentielles augmente également. Il y a des gens qui travaillent sur des stockages de plus de 100 heures. Donc là, on parle de 4 jours de stockage. Évidemment, on n'a pas le stockage des grands barrages hydroélectriques où on a une année. Mais quand on combine tout ça, et on voit que le système électrique évolue d'une certaine manière, et ça, c'est évidemment très intéressant pour Boralex parce qu'il y a beaucoup de synergie opérationnelle tant en développement d'un projet de stockage, c'est un peu le même type de développement qu'un projet éolien ou solaire, puisqu'il faut s'entendre avec les communautés locales, il faut trouver l'endroit où on va se raccorder, il faut tout ça ressemble. On a des endroits comme l'Ontario où on a des contrats long terme de 22 ans qui nous permettent de faire du financement de projets sur ces projets et donc d'avoir un revenu assez stable sur ces projets. Et finalement, en opération, ben, on gère ça à distance, comme on gère des éoliennes, comme on gère des parcs solaires. Et pour votre information, le tout premier projet de stockage de Boralex, il date de 2015. Alors, c'était pas 380 mégawatts comme on le fait en Ontario. Ouais. C'était 2 petits mégawatts en France. À l'époque, c'était tout nouveau, mais ça nous a appris un tas de choses. Et cette expérience-là, on peut l'utiliser aujourd'hui pour des projets plus grands. Mais c'est carrément des projets pratiquement de recherche et développement quand on est rendu à ce niveau-là. Là, parce que vous développez la technologie peut-être avec des partenaires, etc., des sous-traitants. Par contre, d'être parti en 2015, vous l'avez dit vous-même, là, et d'avoir augmenté de façon significative le stockage, est-ce qu'un jour, on peut penser qu'on aura une semaine de stockage? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Si vous dites qu'en ce moment, c'est possiblement 4 jours, on va savoir 1 mois, un jour, ou là, je suis vraiment rendu trop loin dans le temps? Ben c'est sûr qu'en 2015, c'était de la recherche et développement. Puis c'est comme ça qu'on avait regardé le projet, on s'était dit. Et on n'avait pas financé le projet uniquement Boralex, on avait trouvé un certain nombre de partenaires, comme Schneider Electric, comme Saft, qui était le fournisseur des batteries, comme EDF en France, qui nous avait aidé sur ce projet-là, mais ça nous a permis d'apprendre. Maintenant, c'est plus du tout de la recherche et développement, c'est des choses qui sont opérationnelles et qui sont du stockage ici, dans notre cas, c'est du stockage de 4 heures. Mais alors, est-ce qu'on va aller à 7 jours ou à 1 mois? Je peux pas vous le dire aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est qu'il y a aujourd'hui des technologies qui vont à une centaine d'heures et que l'enjeu après, c'est vraiment tout ça vient tout ensemble. C'est-à-dire que on peut avoir, on n'est pas très familier de ça au Québec, mais en France, quand il y a eu la crise énergétique suite à le début de la guerre en Ukraine en 2022 et des problèmes sur le parc nucléaire. Ouais. Le gestionnaire du réseau français, donc l'Hydro-Québec français, avait mis en place une application gratuite qui vous ne gagnez rien. Mais les gens avaient des alertes sur leur téléphone portable pour vous dire, à la pointe ce matin,
s'il vous plaît, soyez des bons citoyens, faites attention à votre consommation parce qu'on va avoir besoin que vous participiez. Et en fait, c'est intéressant parce que les humains, en général, quand ils sont bien informés, ils n'ont pas toujours, les économistes vont vous dire, il faut un incitant, il faut un tarif, il faut faire tout ça. Et en fait, la conclusion d'RTE, mais c'est pour ça, je le dis pour Francis parce que les économistes sont pas grandes, la conclusion d'RTE, ça a été de dire, le fait de se rendre compte qu'on est dans une situation de crise et d'avoir l'information, les résultats et les bénéfices ont été beaucoup plus loin que leurs attentes. Donc, je pense que ça vient s'associer à du stockage, c'est-à-dire la maîtrise de la consommation et de la demande. Ça fonctionnera pas toujours, ça fonctionnera pas sur des très longues durées, parce qu'à un moment donné, il faut bien faire tourner le lave-vaisselle, il faut bien faire la lessive, il faut bien cuisiner, il faut bien allumer les lampes. Mais je pense qu'on peut, en jouant sur tous ces aspects-là, encore faire un bon chemin dans les réseaux électriques avec des énergies renouvelables qui sont intermittentes. On a parlé de l'incertitude au sud de la frontière. Bon, celle-là, on en a fait tous les... Comment dire? On a bien détaillé la chose, il me semble, ces derniers mois. Chez nous, il y a quand même aussi eu quelques changements dans, disons, les 2 dernières années, Patrick. Déjà, Hydro-Québec avait fait une annonce à un moment donné qu'ils allaient reprendre en maîtrise d'ouvrage certains grands projets. On a vu aussi récemment, je crois pas que ça soit complété, mais en tout cas, en cours de réalisation, la privatisation d'Inergex, qui est quand même une société similaire. C'est comment dire, c'est pas de l'incertitude, mais ce sont quand même des changements qui paramétrisent un peu votre activité. Sentez-vous, encore une fois, beaucoup d'appétit pour ce que fait Boralex ici, chez vous, en fait, là, au Québec? On sait qu'il y a des vastes projets là, dans les centaines de milliards de dollars, mais comment pensez-vous vous inscrire justement dans cette nouvelle mouvance-là, dans ces nouvelles règles du jeu en territoire québécois? Ouais, mais c'est 2 éléments intéressants. Le premier, le fait qu'Hydro-Québec ait décidé d'aller avec beaucoup des grands projets éoliens, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Ça faisait des années que chez Boralex, on disait que l'éolien était très complémentaire, en particulier au Québec, aux grands barrages hydro et aux capacités de stockage à long terme, que c'était déployable. Et c'est pour ça que d'ailleurs maintenant, on a seul ou en partenariat pour 2000 mégawatts de contrats signés qui sont en construction. C'est notre projet à Puy sur la Côte-Nord ou notre projet des Neiges sur le territoire de la Seigneurie de Beaupré qui font 200 et 400 mégawatts. Puis on a plusieurs autres phases de ces projets-là où on est en partenariat. D'ailleurs, déjà avec Énergir et Hydro-Québec. C'est nous qui avons amené Hydro-Québec dans ce partenariat-là. Donc, moi, je suis très à l'aise avec ça, mais je trouve ça une très bonne nouvelle parce que c'est bon pour le système électrique et je pense que c'est bon pour le consommateur d'électricité puis c'est bon pour l'économie québécoise. Et c'est certain, chez Boralex, on a des compétences, je le disais, ça fait 35 ans qu'on développe des projets d'énergie renouvelable, ça fait plus de 25 ans maintenant qu'on développe des projets éoliens. On a de l'expérience dans plusieurs pays, donc on va pouvoir utiliser cette expérience et on va tout faire pour être un des partenaires d'Hydro-Québec, puisqu'Hydro-Québec a dit on va avoir besoin des producteurs indépendants, comme Boralex, comme Inergex, vous l'avez cité, comme EDF, comme Invenergy, il y a différents autres joueurs qui vont être là, et nous serons là. Alors après, bon, il y a une transaction, oui, qui a eu lieu pour Inergex. Je pense que moi, ce que j'en retire de nouveau, c'est que vous avez vu que la transaction s'est faite avec une prime significative. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a beaucoup plus de valeur aujourd'hui vue par le marché privé par rapport au marché public. Donc, c'est un signal aussi pour nos investisseurs, que des investisseurs sophistiqués comme la Caisse de dépôt et placement du Québec ont décidé de payer une prime de ce niveau-là. On l'avait déjà vécu en 2022. Boralex, on avait vendu 30% de nos activités en France et on l'avait vendu beaucoup plus cher que ce que le marché boursier le valorisait. Donc ça, c'est un classique, j'allais dire, dans notre énergie. Donc nous, il faut que comme compagnie publique, on continue de pouvoir avoir accès à cette différence de valorisation des marchés privés, parce qu'il y a énormément de capital à déployer. C'est un capital qui est, une fois qu'il est déployé, on a des contrats au Québec, c'est des contrats de 30 ans qu'on a avec Hydro-Québec. Donc, si vous demandez à certains industriels, ils aimeraient avoir des commandes pour les 30 prochaines années quand ils ont pris un projet. Philippe. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Je veux dire, et la force d'une entreprise comme Boralex, c'est précisément qu'elle offre à ses investisseurs à la fois la stabilité de contrat à très long terme et en même temps une capacité de croissance. Et donc là, on est vraiment dans une situation... Alors parfois, les gens me disent « Est-ce que tu es inquiet ? Est-ce que tu es inquiet ?» Personnellement, ça fait presque 25 ans que je suis chez Boralex. On a connu la grande crise financière, on a connu la faillite d'Enron, on a connu la fermeture de tous nos marchés au Canada, on a connu des situations beaucoup plus complexes en termes de contexte. Donc on est vigilant,
mais je pense qu'on a les moyens de passer à travers cette période un peu complexe. Bon, Patrick, je m'en voudrais de vous laisser nous quitter sans vous demander conseil. Puis à travers tout ça, une véritable question. J'ai fait faire un devis pour faire du solaire sur ma maison il y a 6 ans. On m'a donné un prix de 38 000 $. J'ai trouvé ça quand même un peu cher. Je n'ai pas fait le projet. J'ai refait l'essai l'été dernier. C'était rendu 26 000 $. J'ai quand même été abasourdi, en fait, par la rapidité à laquelle le prix de ces installations-là diminuait. Et donc, je me ramène à votre échelle, là, qui n'est pas celle de quelques pieds carrés. J'ai le sentiment qu'il est toujours mieux d'attendre dans ces technologies-là parce que leur prix diminue tellement rapidement que ce sera mieux d'installer le solaire l'an prochain. Je vais payer encore 2 000 ou 3 000. Comment est-ce que vous réfléchissez justement la nécessité de faire des projets à chaque jour ou à chaque année avec le fait que l'an prochain, ce sera moins cher probablement de faire exactement le même projet en raison de la baisse du coût des intrants? J'aimerais un peu vous entendre puis à travers ça, peut-être me donner un conseil sur le meilleur moment là, pour faire cette installation-là à la maison. Mais je pense que, en fait, je reviendrai sur le conseil à la fin, mais je pense qu'une entreprise comme nous, on doit, à un moment donné, quand un projet est intéressant puis qu'on a un rendement, c'est intéressant d'y aller parce qu'il y a aussi tout un apprentissage. Il y a une prime au first mover premium, là, vraiment, d'être le premier dans un marché et de développer des choses. Parce qu'après, on a un avantage compétitif. Et c'est certain qu'en même temps, on doit faire très attention. Puis on le voit sur les marchés en Europe ou la Californie. Vous parliez de la Californie tout à l'heure. Quand il y a beaucoup d'énergie renouvelable, on a un phénomène qu'on appelle la cannibalisation. C'est-à-dire qu'à midi, le prix devient nul, voire négatif, tellement il y a de la production. Donc à ce moment-là, si vous avez investi en vous disant le prix va rester stable comme il est pour les 20 prochaines années, vous allez perdre énormément d'argent. Donc évidemment, chez Boralex, on fait pas ce genre de choses et on a une bonne idée de comment gérer ça, donc comment gérer les contrats et comment apprendre pour être en position de gestion. Donc je pense que ça c'est quelque chose que on a l'habitude, mais vous avez raison. Moi, j'ai connu le solaire en 2011. On a mis en service notre premier projet solaire en France. Ça faisait 4 mégawatts. En 2015, on a mis le deuxième projet solaire en service. Il faisait 10 mégawatts. Il coûtait exactement le même prix. En fait, c'était 4 fois moins cher par mégawatt, pardon. Ouais. C'était 4 fois moins cher du mégawattheure. Mais Boralex faisait le même rendement. Et en fait, c'était ça qui était premier. Mais si on n'avait pas fait celui de 2011, on n'aurait jamais fait celui de 2015 parce qu'on n'aurait pas appris. Donc ça, c'est pour une entreprise comme la nôtre. Donc il faut être conscient de ça, que le contexte économique et le marché électrique évolue. Alors après, si je reviens sur le particulier, je pense que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire sauf que vous allez en faire qu'un. Vous avez probablement qu'une toiture, peut-être vous avez un chalet, mais si vous avez une seule toiture, vous allez en faire un, mais plus vous attendez, moins vous faites de rendement. Si le rendement vous plaît aujourd'hui et si vous avez une économie d'énergie, faites-le, et puis vous n'aurez pas de regrets et vous pourrez vous vanter avec vos voisins de l'avoir fait avant eux et vous aurez bénéficié pendant plusieurs années. Ça va compter dans la balance. C'est sûr que c'est flatter mon ego. Patrick Decostre, j'appelle que vous êtes président et chef de la direction de Boralex. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. C'est vraiment intéressant. Très éclairant. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. Le seul duo qui vous redonne vraiment la monnaie de votre pièce. On termine avec notre dernier invité. Vous le connaissez, c'est pas son premier rodéo. Elle prend pas ça pour du cash. Stéphane Ricoul, qui là, j'ai oublié ton titre. Tu es auteur d'un livre, là, auteur de Vos clics, leur cash, vice-président, toujours vice-président chez Talsom. Là, voilà, exactement. Stéphane, donc tu as écrit ce livre-là. Le titre, dit tout et rien à la fois. Passer de l'échec fiscal des États à une société équitable. Ouais. C'est un constat, une dénonciation, un appel à l'action. Qu'est-ce que c'est, ce livre-là? C'est pas mal un lancement de débat d'idées que je veux réaliser à travers ce livre-là, parce que les idées que j'avance, je le sais pertinemment bien qu'elles sont complexes à mettre en place, mais je pense que si on ne vise pas la Lune, on n'atteint jamais les étoiles. Bon. Donc, ça commence comme ça. Oui, d'accord. Mais donc, qu'est-ce que mettons qu'on le lit, là, on en ressort avec quoi? C'est comme je dis, on est fâché, puis on veut tout jeter à la poubelle? Non? Pas forcément. Le constat qu'on fait depuis des années, c'est que les géants du numérique ont des valorisations boursières astronomiques, parfois supérieures à des produits intérieurs bruts de certains pays. Mais que
ces géants-là ne payent pas leur juste part d'impôts, ne redonnent pas aux sociétés qui font leur richesse en quelque sorte, ne redonnent pas aux individus qui font leur richesse. Ces entreprises-là prennent notre donnée gratuitement, la valorisent, puis font énormément d'argent avec ça, en nous disant « Oui, mais je vous offre un service gratuit en échange. » Prenons l'exemple de Facebook. Oui, la plateforme Facebook est gratuite. Toutes les données qu'on partage sur Facebook, on touche rien pour ça. Facebook les récupère, les valorise et fait énormément d'argent avec ça. Donc, l'idée est la suivante, c'est que ça fait des années que les différents gouvernements, je ne parle pas forcément du gouvernement du Québec ou du Canada, les différents gouvernements à travers le monde cherchent des moyens d'aller rechercher une partie de cette création de valeur des géants du numérique, qu'ils soient américains, qu'ils soient chinois, peu importe, ou danois, il y en a également, peu importe. Le problème, c'est qu'ils appliquent les modèles fiscaux qu'ils connaissent, ceux qui ont été élaborés au siècle passé, puis je mets au siècle passé au pluriel, parce qu'il y en a qui datent vraiment du 19e siècle. Or, aujourd'hui, le contexte fait que l'économie d'aujourd'hui est de plus en plus dématérialisée. Donc, cette notion de rattacher une fiscalité à la localisation d'une entreprise ou à la localisation d'une transaction, ça marche comme plus. Mais ça fait des années qu'on le sait que ça marche plus. Or, ça bouge pas. On essaie de créer des nouvelles taxes sur les revenus, sur les profits, comme on a toujours fait. Sauf que les géants du numérique sont pas plus fous que les autres. Leur profit, il est dématérialisé. Leurs revenus sont dématérialisés. Ils envoient ça ailleurs dans des paradis fiscaux. Ça nous échappe. Et donc, la proposition du livre, si j'ai bien compris, c'est que tu voudrais qu'on fiscalise les données. C'est ça? Mais là, j'aimerais parler de ce mot données parce que, Phil, tu sautes dans l'arène quand tu veux, mais tu es un tech guy, toi, en plus, hein? Mais les données, bon, quand je clique un like sur Facebook, c'est une donnée. Quand je poste une photo de mon chien, c'est une donnée. Combien je devrais être payé pour ça, Stéphane Rico? Il y a... Dans le monde des artistes, on parle actuellement, le monde des artistes / l'intelligence artificielle, on parle aujourd'hui des enjeux liés aux droits d'auteur. Ouais. Les artistes, à juste titre, veulent être rétribués quand l'intelligence artificielle utilise leur œuvre pour s'entraîner, puis générer de nouvelles œuvres à partir des données d'entraînement qu'ils n'ont pas payées. C'est exactement ce principe-là. Combien tu devrais être rétribué, je ne le sais pas. Il faut que des fiscalistes ou des économistes se penchent sur ces nouveaux modèles-là. Mais il faut d'abord les penser, les modèles, avant de pouvoir déterminer la valeur. Moi, ce que je peux te dire, c'est que quand tu vois la valorisation de centaines de milliards de dollars ou milliers de milliards de dollars de ces entreprises-là, il y a probablement une valeur associée à la data. C'est dans mon domaine à moi. Tu sais, prends la formation. Oui. On s'en vient avec des produits technologiques qui vont utiliser l'intelligence artificielle. Puis la première chose qu'on a faite, nous, de façon éthique dans mon entreprise, c'est d'aller s'asseoir avec les créateurs de contenu, que ce soit le journal Les Affaires, que ce soit la revue Gestion, que ce soit Chanel Éducation. Et nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on va développer une intelligence artificielle générative qui va venir piger dans tes données, mais on va te donner une licence annuelle c'est ça. Importante, là, tu sais, puis là, plusieurs dizaines de milliers de dollars annuels. Alors, je pense que ça va prendre des entreprises à tout azimut comme la mienne qui a une pensée d'éthique des données, tu sais, l'éthique, puis d'aller s'asseoir avec ceux qui créent du contenu, que ce soit des artistes, que ce soit, peu importe, là, des médias, parce que ça arrive aussi par rapport aux médias, mais ça va prendre ça, des jeunes pousses qui vont venir un peu chavirer le modèle en disant c'est possible de faire. Tu comprends que même si Google payait, tu sais, je vais dire n'importe quoi, 500 millions au Canada, ça affecterait pas vraiment son bottom line. On est d'accord, mais probablement qu'on parle de chiffres beaucoup plus importants que ça. Possiblement. Possiblement. Une entreprise a une responsabilité sociale. C'est pour ça que l'impôt existe. Puis les entreprises payent de l'impôt parce qu'elles savent que c'est, à quelque part, réutilisé dans la société où elles payent des impôts. Donc, il est profondément inadmissible, quant à moi, que ces géants-là ne payent pas leur juste part d'impôt. Sauf que, entre vous et moi, là, c'est un peu normal. Ils ont des échappatoires. Pourquoi est-ce qu'ils s'en priveraient?
Donc, revenons à la base, puis regardons comment est-ce qu'ils font leur Mais tu sais, richesse. les échappatoires, il va toujours en avoir. Là, tu sais, je vais nommer un pays en question. Là, prenons l'Irlande. Tu sais, l'Irlande a une fiscalité très avantageuse pour les entreprises technologiques. Ouais. Lincoln Learning, by the way, si tu paies, tu paies ton 59 $ par mois, il s'en va en Irlande. Tu sais, même si tu l'as payé avec l'adresse canadienne, tout le profit est ramené. Là, c'est ça qui n'a pas de bon sens. Là, tu touches un enjeu qui est primordial puis je l'évoque dans le livre, puis j'ai pas la réponse. La solution, en fait, si on veut mettre ce genre de solution en place, on n'a pas le choix que d'aller chercher une entente internationale, une entente mondiale, que tous les pays se mettent d'accord sur, à partir de maintenant, on taxe la donnée selon tel et tel modèle. Si on n'a pas cette entente mondiale-là, on n'y arrivera juste pas. Il y aura toujours un échappatoire, effectivement. Mais posons-nous la question, est-ce qu'on en est rendu là en tant que société? Moi, je pense que oui. Il y a des enjeux d'éthique, il y a des enjeux sociaux reliés à la donnée. J'ai comme l'impression qu'on est tous d'accord, mais qu'en même temps, réalistement, politiquement, ça se fera jamais. Là. Je veux dire, il y aura toujours un État. Puis tu sais, je veux dire, en 2025, il y a encore plein de paradis fiscaux. Là. Il y a le Luxembourg, là, au vu et au su de tous, là, qui fait du genre de blanchiment fiscal, au Monaco. Je veux dire, c'est quand même... fait que de penser... Tu sais, déjà, je réglerais déjà ce problème-là avant, tu sais, de m'attaquer à... Parce que ultimement, l'enjeu que tu... Puis je veux pas dire que t'as pas... Il y a pas un point, mais mon point, c'est que est-ce qu'on n'est pas un peu en train de faire en bon français, du wishful thinking, là, c'est-à-dire de dire oui, on devrait, mais ultimement, puis là, on voit actuellement avec la présidence américaine, on s'en va plutôt dans la toute autre direction. Là, je dirais, ils s'en prennent à la taxe sur les services numériques, à C-18, je veux dire, comme levier de négociation là, avec le Canada. On s'entend que la synchronisation de la sortie de mon livre avec l'arrivée de Donald Trump. Quoique, c'était une heureuse coïncidence ou t'as pensé le livre un peu dans cette... Non, je ne l'ai pas pensé en fonction de ça. T'étais pas un espèce d'oracle du trumpisme. J'aurais aimé te dire oui, mais non. Sauf que j'essaie de voir le côté positif des choses. Il y a peut-être une opportunité. On a 4 ans devant nous pour réfléchir à ce qu'il y a dans ce livre-là, puis de regarder si tous les pays du monde peuvent se mettre d'accord par rapport à ça, sauf les États-Unis. Sauf que si ça fonctionne, admettons qu'il y ait des pays qui embarquent. Tu sais, aujourd'hui, il y a la taxe sur les services numériques qui existe. On s'entend que là, Donald Trump menace de mettre des tarifs si les pays appliquent la taxe sur les services numériques. Donc, fort probablement qu'il y en a qui vont lâcher du lest par rapport à ça. Mais si cette taxe-là fonctionne, puis que ça rapporte des centaines de millions de dollars ou d'euros, peu importe, en termes d'impôts ou de taxes aux États, ça va faire un effet boule de neige, les autres vont embarquer également. Mais tu sais, juste pour un peu m'être immiscé dans pour plein de raisons là, dans ma vie professionnelle, mais la minute qu'on va empêcher à une compagnie, tu sais, prenons XYZ Incorporé, OK, qui a des opérations en Irlande et au Canada. C'est pas très marketing. Non, je sais, mais c'est juste pour pas en nommer une, pour pas me faire dire après ça. Mais prends XYZ Incorporé au Canada, elle facture ses clients canadiens avec une entreprise canadienne. Et là, à la fin de l'année, il y a une facture qui arrive de l'Irlande là, qui ramène 90% des profits en Irlande. OK? C'est une facture d'une autre incorporation. C'est plus simple qu'on pense à régler, OK? Si tu empêches de l'interfacturation entre mêmes sociétés. Mais ce ne sont pas les mêmes sociétés. C'est ça qui, encore une fois, je veux pas vous emmerder. Ils sont tous à propriété. Oui, je comprends, mais ton raisonnement est un raisonnement du 20e siècle, sur un modèle fiscal du 20e siècle. Si tu reviens à la data, tu es capable de dire désolé, la data, elle est géolocalisée. Ouais, je sais où tu l'as fait, ton cash. Donc, c'est au Québec que tu l'as fait, avec les Québécois qui t'ont fourni leurs données, tu vas payer ta taxe. Puis moi, ce que je propose dans le livre, c'est que, un peu comme pour nos salaires, ou en fonction il y a des différents brackets d'impôts, c'est la même chose. Si la donnée est générale, tu as un certain niveau d'impôt. Si elle est personnelle, tu payes un peu plus de taux d'imposition. Si elle est sensible, tu sais, la donnée sur la santé, par exemple, tu payes au fil des années, Francis, tout ça a bougé. T'sais. Monaco, là, si une société canadienne qui reçoit pour ton information une facture de Monaco là, pour ramener 100 millions de dollars,
tout va jamais chez Revenu Québec. La CANAF, non, mais tu sais, les systèmes, ta banque te permettra même pas d'envoyer cet argent-là à Monaco sans que tu fasses une déclaration au gouvernement. Par contre, là, oublions les Monaco, il y a eu les Bahamas, il y en a eu plein. Là, c'est rendu plus sophistiqué où est-ce que c'est des pays qui sont quand même membres d'Union démocratique. L'Irlande, OK? Dubaï est pas très, très mieux. Puis là, en ce moment, le nouveau paradis fiscal, by the way, des compagnies technologiques, c'est la Bulgarie. Tu sais, qui aurait pensé à aller mettre sa compagnie en Bulgarie, mais ils ont lancé leur version de l'Irlande, mais là, sont membres possiblement de l'OTAN. Tu sais, tu comprends, ça s'en vient fou, là. Stéphane Ricoul, qu'est-ce que ça veut dire pour monsieur, madame, tout le monde, un truc comme ça? Est-ce que tu imagines un système dans lequel toi, moi, ceux qui nous écoutent reçoivent un chèque de 50$ à la fin de l'année? Je te repose ma question de tout à l'heure, mais pour avoir fait des likes puis mis des trucs sur Facebook et la première chose que et fait des recherches Google. Est-ce qu'il y a une incidence? Parce que là, tu sais, on parle de fiscalité, puis tout ça, puis de taxes, tu sais, un peu abstraites, là, fait pour le citoyen lambda, mais disons, est-ce que dans ta tête, est-ce que ça a une incidence sur les individus, éventuellement, une proposition comme tu fais? Ça va être compliqué qu'il y ait une incidence sur chaque individu, chaque Québécois. Ça va être très complexe. Fait qu'on ne recevra pas un chèque, là. Il n'y aura pas un truc, tu as fait tant d'activités. C'est pas ce que je propose. Voici mais $1000. Encore une fois, je ne suis ni fiscaliste, ni économiste. En revanche, ce que je dis, c'est que nos gouvernements doivent repenser leur fiscalité de façon à ce que l'argent récupéré à travers cette taxation-là soit reversé aux citoyens, peut-être sous forme de formation pour contrer la littératie numérique, peut-être sous forme de nouveaux services. Hein. On a un gouvernement qui nous parle depuis quelques années d'identité numérique, on va peut-être l'avoir. Peut-être que ça va être sous forme de ça à clic qui fonctionne à un moment donné. Il y a des moyens de reverser à la société. Non, je voulais pas vous brancher là-dessus. Parce qu'il faut faire attention quand on mentionne ça clique. Phil, il fait un peu d'urticaire, il faut faire très attention. Bref, c'est un livre que tu as écrit. Je me rappelle avoir vu un early copy de ce livre que je n'ai jamais réussi à commenter, mais je vais lire la version finale. Petite observation, Manufactured by Amazon. J'étais assez intrigué par la signature finale de ce livre, Stéphane Ricoul. Absolument. Explique-nous l'objet, le processus. Le processus de fabrication de l'objet, comment tu t'y es pris exactement? Je vais être quand même relativement méchant. Mais le monde de l'édition est un monde qui vit au 19e siècle. Ben oui. Je leur ai envoyé mon manuscrit. Certains ont dit, c'est vraiment intéressant. Oui, on est intéressé à le publier. On était en 2024. Ceux qui le publiaient rapidement, c'était en 2026 qu'ils allaient le publier. Puis j'ai eu des propositions pour 2028. On est en 2024. Puis t'as beau leur dire, ouais, mais attends, 2 ans ou 4 ans, là, dans l'industrie du numérique, de l'intelligence artificielle, c'est comme 20 ans ou 40 ans dans n'importe quelle autre industrie. Tu le sors en 2026, mon livre. Je sais pas, il sera peut-être pas complètement dépassé, mais je veux dire, l'actualité, c'est maintenant. Donc, ça m'a forcé à faire de l'auto-édition. Puis là encore, l'auto-édition, il n'y a rien de plus pratique que Amazon. Ils t'ont facilité ça là à l'extrême. Tu me commandes une copie de mon livre sur Amazon, il l'imprime, il te l'envoie. Je n'ai pas à gérer de stock. Qui d'autre fait ça? Mais si la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas en vente juste sur Amazon.ca, il est en vente sur leslibraires.ca parce que ça me tenait à cœur que d'avoir mon livre en vente sur une association québécoise. Et donc, via Amazon, et juste parce qu'on parle d'édition, mais c'est mieux en termes de proportion des dollars de vente, là, tu perçois plus d'argent via Amazon. Versus un éditeur? Ouais. C'est beaucoup mieux. Mais il n'y a pas de marketing, il n'y a pas de représentation. Non, c'est ça, tu le fais toi-même. Tu vas passer, tu bookes en entrevue toi-même, etc. Tu bookes les entrevues, ou bien c'est Francis qui t'appelle pour te booker, en l'occurrence. C'est aujourd'hui un appel au courage politique, à la créativité législative et à l'engagement citoyen, mesdames et messieurs. Vos clics, leur cash, un livre de Stéphane Ricoul en auto-édition, disponible sur Amazon.ca et leslibraires.ca si vous souhaitez encourager nos petites librairies locales. Merci d'avoir été avec nous en studio, Stéphane. Monsieur. On se retrouve certainement pour un autre sujet d'actualité numérique dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand remplissent vos poches sans vous les vider.
Merci d'avoir été à l'écoute de Prends pas ça pour du cash, Phil. Bon show. Super intéressant. Notre ami Stéphane Ricoul qui était en ondes. C'était vraiment cool, le livre. On a eu aussi Boralex. C'était vraiment... Ouais, pas tous les jours qu'on a la chance de parler avec quelqu'un qui a une compréhension là, extraordinairement crédible du marché global de l'énergie comme Patrick Decoste. Et Ubi, la nouvelle plateforme qui va faire si on fait de l'argent aux gens. Je continue de pas savoir, des fois, toujours les Abatiello, ils ont une bonne affaire going on avec leur pizzeria, ils pourraient faire ça. Ils s'étendent. Mais c'est comme ils s'étendent dans la controverse. Donc, évidemment, Elisabeth fait un très bon argument en faveur de la plateforme. Je pense qu'ils résolvent un véritable problème, mais ils ne se feront pas que des amis. D'ailleurs, je vais te proposer, Phil, dans les prochaines semaines, peut-être d'inviter quelqu'un de l'OACIQ ou de la PCQ pour avoir une autre version des faits. Ça semble être contentieux. On va savoir ce qu'il en est avec l'ensemble des faits. Merci d'avoir été à l'écoute. En tout cas, vous pouvez toujours nous écrire à studio@cube.radio. Sinon, vous nous retrouvez sur LinkedIn, TikTok, Snapchat. Juste LinkedIn. Signal, si vous voulez nous envoyer des secrets jamais d'État américain, Phil et moi, on les prend. Blue Sky, merci. Twitter et tout le reste. On se retrouve la semaine prochaine, même place, même heure pour une prochaine émission. Tous les épisodes de Prends pas ça pour du cash sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.